Dans cet atelier, vous aurez à préparer un dispositif qui s'appelle la manivelle cadre. Donc, le dispositif en question est celui-ci. Je vais vous aider à faire la préparation de votre atelier et on va regarder tour à tour les différentes tâches qui vous sont demandées de compléter. Donc, premièrement, si on lit la mise en situation, on voit qu'on vous demande de fabriquer ce dispositif-ci qui s'appelle la manivelle cadre. J'en ai un prototype devant moi. Ça ici, ce sera pas... En fait, ce que vous allez fabriquer va ressembler à ça. Et puis, vous allez voir plus loin, on vous demande de faire quelques modifications par rapport au modèle que je vous présente ici. Mais on va quand même l'analyser. Comment ça fonctionne? Donc, en fait, on va regarder comment ça bouge. On a une manivelle ici que l'on tourne. Et puis, quand on tourne la manivelle, regardez bien comment ça bouge. Ça bouge comme ça ici. Donc, je fais un mouvement de rotation à ce niveau-ci. Et on voit que les pièces de bois bougent de cette façon-ci. De profil maintenant. Comme ça. Dans la mise en situation, on fait une analogie entre ce dispositif-ci, la manivelle cadre, et une machine à coudre. On peut en fait imaginer que le piston qu'on voit ici, la pièce de bois, soit analogue à l'aiguille d'une machine à coudre. Et si vous avez déjà vu une machine à coudre en action, vous allez pouvoir comprendre que le piston bouge de haut en bas comme le ferait l'aiguille de la machine à coudre. Dans la première tâche ici, on vous présente un schéma de principe. Dans votre cahier de la SOFAD, celui-ci, aux pages, attendez un petit peu, pages 64 à 67, on vous présente le schéma de principe, on vous donne les différentes caractéristiques. Donc, je vous invite à lire cette section-ci. Et dans les pages qui suivent, vous allez voir des exemples, comme ici, de schéma de principe. Donc, on a des exercices sur les schémas de principe. Je vous invite à les compléter. Il y a aussi sur le site web de AlloProf, toujours une bonne ressource, et il y a une section très intéressante sur les schémas de principe. Donc, je vous invite à aller consulter ces ressources. On revient à la tâche 1. On vous présente un schéma de principe de la manivelle cadre. Donc, vous pouvez voir la similitude entre le schéma et la manivelle en question. Le schéma de principe est toujours une simplification de l'objet réel. Donc, c'est une vue simplifiée de l'objet. Et le but d'un schéma de principe est d'expliquer comment fonctionne un objet, un dispositif mécanique, en mettant l'emphase sur les mouvements et sur les forces. Donc, la tâche qui vous est demandée ici, vous prendrez le temps de le lire, c'est de rajouter à la main les flèches de force et de mouvement. Donc, d'expliquer comment fonctionne le mécanisme. Je vous le remontre ici. Et quand vous faites le schéma de principe, on choisit les vues. Donc ici, on aurait une vue de face. Et puis, vous voyez que j'active la manivelle à l'arrière, mais évidemment, on ne voit rien dans cet angle-ci. Donc, ça pourrait être pertinent de le montrer peut-être de cette façon-ci, ou peut-être même de cette façon-là. Un petit peu de friction, comme vous voyez. Et voilà. Donc, première tâche, compléter le schéma de principe pour essayer de comprendre comment fonctionne le mécanisme. Deuxième tâche, expliquer le fonctionnement. On demande en manipulant l'objet que vous a remis votre enseignant, donc le voici, vous n'avez pas la chance de le manipuler à l'avance, mais je vous le montre. Expliquer comment celui-ci produit un mouvement de va-et-vient longitudinal des pistons. Et puis les différents termes qu'on utilise sont définis ici. Donc les pistons sont les tiges de bois, celles-ci, qui bougent de gauche à droite. Donc c'est ici le goujon, qu'on appelle piston. On a la tige qui est ici. Le guide, en fait, les guides sont les pièces de bois qu'on retrouve ici et là. Donc, je vous laisse découvrir à quoi ils servent. Le cadre qui sert à maintenir la tige en place. Donc, le cadre ici, comme ici. Et on vous explique, on vous demande d'expliquer comment fonctionne le mécanisme. Tâche numéro 3, schéma de construction.
Schéma de construction, si vous voulez référer au manuel de la SOFAD, le manuel ici, vous allez trouver de l'information pertinente aux pages 112 à 113. Le schéma de construction est un peu analogue au schéma de principe. Par contre, ici, on représente les formes exactes de l'objet et on donne de l'information quant aux matériaux qui constituent l'objet. Donc, par exemple, on se donne une légende ici qui nous montre les différents matériaux dont l'objet est fabriqué. On voit que l'objet est fabriqué à partir de bois et de métal. Et par rapport au métal, sur le prototype que je vous présente ici, on devrait retrouver des équerres en métal si on se fie au schéma de construction. Donc, c'est spécifié ici qu'il y a des équerres. J'avais pas d'équerre sur mon prototype, j'en ai dessiné au crayon, donc il faut imaginer ici qu'on a des équerres en métal qui seraient fixés à l'aide de 2 vis. Donc voilà pour le schéma de construction. À la tâche 4, on vous demande de caractériser les liaisons. Pour les liaisons, allez voir aux pages 103 à 109 de votre guide de la SOFAD. Encore là, vous allez trouver de l'information pertinente. Et on vous demande de caractériser, donc de donner les caractéristiques des différentes liaisons. Et les mots qu'on utilise ici, piston, guide, base, piston, cadre, poignée, disque, et ainsi de suite, ces mots-là sont définis dans les pages qui précèdent. Donc, si vous ne savez pas trop de quoi on parle, retournez juste une page en arrière et vous allez trouver le nom des différentes pièces. Donc, il suffit de cocher au bon endroit. Et encore là, référez-vous aux pages 103 à 109 de votre cahier de la SOFAD. Un mot sur les liaisons et les guidages. À la page 105 aux pages 105 et les suivantes, on vous parle dans le cahier ici des types de liaisons. On en présente 6 types: glissière, pivot, pivot glissant, rotule, hélicoïdal et encastrement. Pour ce qui est des liaisons, les caractéristiques des liaisons, on a les liaisons directes ou indirectes, démontables, indémontables, rigides, élastiques, totales ou partielles. Je pense que la description est assez complète. Vous devriez vous retrouver là-dedans. Maintenant, démarche de conception. Là, on rentre vraiment toutes les pages qu'on vient d'écrire précédemment, c'était un peu une préparation pour l'atelier comme tel. À partir de la page ici, de la page 56, ça va ressembler un peu plus à ce que vous allez retrouver en situation d'évaluation. On commence par un cahier des charges. Donc, mettez-vous à la place de quelqu'un qui doit fabriquer un objet technique, un technicien, quelqu'un qui travaille dans une usine, quelqu'un qui travaille à la conception d'un objet. On vous remet ce qu'on appelle un cahier de charge. Le cahier de charge, c'est les caractéristiques du système qu'on vous demande de fabriquer, de produire, de créer. Vous lisez le cahier de charge et vous prenez en note les différentes caractéristiques du système. Dans le cas précis qui nous importe, on demande que le système doit comporter seulement un piston. Le piston, rappelez-vous, c'est cette pièce-ci. Donc, ce qu'on vous demande ici, c'est de recréer ce mécanisme-ci, mais de l'adapter selon les caractéristiques qui vous sont spécifiées dans le cahier de charge. Donc, on vous demande de fabriquer ceci, mais en respectant cela. Donc, je dois fabriquer ça, mais je dois le modifier de façon à ce que j'ai un seul piston. Un peu comme la machine à coudre. Donc, je vais trouver une façon que le système fonctionne, mais à un seul piston au lieu de 2. Le système doit avoir un axe, une poignée, une tige, une cale, des guides, respectant les spécifications du dossier technique. Rappelez-vous, les mots ici sont définis. Donc, les différentes pièces du système sont toutes définies aux pages précédentes. Donc, assurez-vous qu'on retrouve toutes les composantes nécessaires. Point suivant. Le système doit avoir un avantage mécanique de 2 entre la force appliquée sur la poignée. Ici, c'est mon point de contact avec le mécanisme. Ça, c'est la poignée. Donc, un avantage mécanique de 2 entre la force appliquée sur la poignée et celle produite par la tige. Et la tige, c'est cette pièce de bois-là, ici. Donc, je dois avoir un avantage mécanique de 2 entre la poignée et la tige. L'avantage mécanique, ce que ça veut dire, c'est que, en fait, si je vais essayer de garder le bon angle, si je fais le ratio des distances par rapport à l'axe ici de rotation,
le ratio des distances entre la poignée et l'axe et la tige, je dois avoir un rapport de 2 pour 1. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que si j'élimine toutes les forces de friction, le mouvement, la force que je dois appliquer ici sur la poignée doit être 2 fois moindre que la force qui sera appliquée ici sur la tige. Je gagne un avantage mécanique de 2. Je dois forcer 2 fois moins pour accomplir un travail. En revanche, la tige ici va bouger 2 fois plus. Excusez-moi. La poignée va bouger d'une distance 2 fois plus grande que la tige à l'autre bout du mécanisme ici. Ça, c'est la notion d'avantage mécanique. Je vous invite à aller lire sur Alloprof la section qui parle de l'avantage mécanique. On va le définir un petit peu plus en profondeur que ce que je viens de faire avec vous. Point suivant. Le système doit permettre au piston de se déplacer de 40 à plus ou moins 2 mm à l'extérieur de la base. Autrement dit, quand vous allez faire votre plan, le piston est ici, la base est là, la pièce de bois la plus grosse ici, un rectangulaire. Et quand je fais mon mouvement comme ça, je dois m'assurer que la course du piston ou que le mouvement du piston ne dépasse pas 40 mm. Donc, je vise une distance maximale de 40 mm à une précision de plus ou moins 2 mm. Donc, on vise 40. Au niveau de la précision, ben, essayez d'être le plus précis possible, puis à la fin, on mesurera, puis on regardera si on est près du 40 mm en question. Au niveau de l'aspect industriel et environnemental, on doit construire à l'aide de matériaux fournis, bien évidemment, et puis le système doit être construit à l'aide des outillages fournis, bien évidemment, vous allez travailler avec ce qu'on vous donne. Qu'est-ce qu'on vous donne? La liste du matériel vous est donnée, comme ce sera le cas à l'examen. On vous donne une liste de matériel, vous aurez du matériel devant les yeux, vous avez le nom des matériaux. Évidemment, il faut être capable d'associer le nom des matériaux aux matériaux qui seront physiquement présents sur vous, pas sur vous, mais sur la table devant vous. Donc, il faut connaître ces noms-là. Vous aurez à votre disposition des outils. Pas toujours nécessaire de tous les utiliser, mais il faut quand même au minimum être familier minimalement avec leur nom, mais aussi évidemment avec leur fonctionnement. Les machines-outils, on a accès à des perceuses à colonnes, scies à ruban et ponceuses à disque. Peut-être que ce sera nécessaire de les utiliser, mais souvent on peut prendre des alternatives à la main si vous êtes plus à l'aise. Tâche numéro 6, schéma de principe. On vous redemande ici de faire un schéma de principe. Donc, ça va ressembler beaucoup au schéma qui vous était présenté quelques pages auparavant. Donc, le schéma ici, on vous demande de le refaire avec les lignes de mouvement, avec les lignes de force, comme dans tous les schémas de principe, mais cette fois-ci avec vos modifications. Et vos modifications, évidemment, vont tenir compte du cahier des charges. Préparez ça ici. Ensuite, explication des modifications. Donc, dites-nous quelles sont les modifications que vous avez apportées, de quelle façon est-ce que vous allez respecter, autrement dit, les directives du cahier de charges. Tâche numéro 7, les dessins de détail. On vous dit ici que avant de fabriquer votre prototype, vous devez préciser les détails d'usinage de chaque pièce modifiée ou de chaque nouvelle pièce et vous aurez à modifier ou à dessiner, à faire des dessins techniques. Ce que je vous propose, c'est de les faire à la section suivante. La section suivante, la tâche 8, on dit le plan d'action pour fabriquer votre nouvelle manivelle cadre. Donc, vous allez devoir, dans cet exercice-ci et à votre évaluation finale, rédiger ce qu'on appelle la gamme de fabrication. La gamme de fabrication, ça ressemble un peu à une recette, c'est-à-dire on donne étape par étape les différentes manipulations. Donc, on décrit les manipulations qui nous permettront de fabriquer l'objet technique. À la page suivante, certaines des manipulations sont déjà décrites pour vous. Je vous conseille fortement de lire ces manipulations, de voir un peu de quelle façon est-ce qu'on décrit les actions. On utilise, vous remarquerez, des verbes à l'infinitif, mesurer,
couper, répéter, marquer, percer, tracer. Et on spécifie toujours pour chaque action quel outil on utilise. Une chose qui n'est pas présente ici dans la gamme qu'on vous a présentée, mais que je vous encourage fortement à faire, c'est de faire des schémas ici. Par exemple, on pourrait faire quand vous avez pratiqué les projections orthogonales à vue multiple, on pourrait présenter certaines vues de l'objet. Donc, par exemple, je pourrais présenter une vue de face de la base. Et donc, ça ressemblerait à un rectangle. Donc, imaginez qu'il n'y a pas les composantes. On représente la base ici. Et sur mon dessin, je pourrais mettre des cotations. Donc, avec les lignes de cote, les lignes d'attache, et spécifier à quel endroit est-ce que je vais percer ou coller certaines pièces. Et si votre dessin technique est complet, ensuite, dans les opérations, ça peut simplifier la tâche. Donc, on peut simplement dire percer un trou à l'aide de la perceuse à colonne, où vous choisirez l'outil, la perceuse à colonne ou la perceuse à main. Donc, vous n'avez qu'à spécifier de percer tel qu'indiqué selon le schéma que vous retrouvez ci haut. Donc, ça fonctionne tant que votre schéma est bien fait, qu'il est complet et qu'on voit bien les lignes de cotation et que les cotations sont bonnes. Donc, vous avez intérêt à faire le dessin le plus complet possible. Vous allez sauver du temps au niveau de l'écriture ici. Tâche 9, vous fabriquez votre prototype. Tâche 10, vous vérifiez le fonctionnement de votre prototype. Donc, vous assurez que le prototype fonctionne bien et qu'il respecte les directives citées dans le cahier des charges. Dernier point, on vous demande les améliorations apportées au prototype, si amélioration il y a.